Vous regardez le grand journal sur For You Télévision. Bienvenue à tous au sommaire de ce journal. Au Sénégal, nouveau gouvernement 2 ans avant la présidentielle. Mais quels sont les défis du pays? Il s'agira de défis économiques, sportifs, éducatifs, mais également politiques pour ces 38 nouveaux membres qui ont été intégrés dans le clan des collaborateurs du président sénégalais. En pole position, nous avons également un Premier ministre après la suspension du poste près de 3 ans après. Dans ce journal, on essaye de se questionner également. Est-ce que ce nouveau gouvernement est-il une équipe de choc pour la prochaine présidentielle de Macky Sall? À New York, aujourd'hui, s'est ouvert la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Des discours sont attendus dans un climat de froideur. C'est que plusieurs chefs d'État africains et représentants s'exprimeront justement au perchoir, parmi lesquels le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, sans oublier également le représentant du Mali. Il s'agit du Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire. Bienvenue à cette édition d'information, la toute première de la semaine. Nous démarrons avec l'actualité au Sénégal. Le président Macky Sall a donc donné la voix à un nouveau gouvernement avec en prime un Premier ministre 3 ans après la suspension du poste. Mais également, il s'agit de 38 membres intégrés dans le clan des collaborateurs du président sénégalais. D'autres, comme Aïssata Tall Sall, maintiennent leur poste. On revient sur les différents défis qui attendent ceux-ci dans cet élément. Regardez. Le remaniement ministériel a donné la voix à la nomination d'un nouveau Premier ministre à la tête du Sénégal, en la personne de Amadou Ba, mais aussi de 38 autres membres avec pour mission de booster l'économie et la vie sociale sénégalaise. Le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, ainsi qu'Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères, sont maintenus à leur poste. Parmi les fauteuils libérés figure le ministère des Sports. 8 femmes ont intégré le gouvernement, quelques 8 âgées de moins de 40 ans également, à savoir le ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour. Mais celui qui a la plus lourde responsabilité, celui qui est plus exposé, c'est bien le Premier ministre Ba, en ce qu'il occupe un poste suspendu il y a 3 ans et resté vide. Et il entend bien justifier sa présence par des réponses aux attentes du chef d'État sénégalais, a-t-il déclaré. Les priorités majeures que le président a fixées se déclinent à travers l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, la stabilité des prix, de sécurité, des logements d'assainissement, d'éducation, de formation professionnelle, d'insertion, de l'entrepreneuriat et d'emploi, a-t-il déclaré après sa nomination devant la presse. Macky Sall a installé un gouvernement de combat pragmatique qui devrait impulser une nouvelle dynamique et réellement changer les choses sur les plans économiques, sociaux, politiques, éducatifs et sportifs. Mais tout de même, à 2 barres de la présidentielle de 2024, l'on serait tout de même en droit de se demander si le président sénégalais ne prépare-t-il pas son équipe choc pour briguer l'élection prochaine. Et dans ce journal, nous recevons justement l'invité, Tché Alphonse Elou Lawson. Il est analyste politique, mais également leader du mouvement panafricain Pyramide. Macky Sall vient de nommer un nouveau dirigeant, ou alors de nouveaux dirigeants, un nouveau gouvernement avec en pole position un Premier ministre en la personne d'Amadou Ba. Premier ministre après 3 ans de suspension de poste ainsi que 38 nouveaux membres. 2 ans seulement avant la présidentielle de 2024. Peut-on penser qu'il s'agit d'une équipe choc pour mieux préparer le chemin à la présidentielle? Vous répondez à cette question. Bienvenue dans cette édition d'information.
Difficulté à avoir notre invité dans ce journal qui ne nous permet pas de l'écouter malheureusement. Eh bien, nous allons tenter de l'avoir à nouveau. Il s'agit de Thiers Alphonse Lawson, je le disais, analyste politique. S'il est toujours avec nous dans cette édition d'information, vous répondez donc à la question de savoir est-ce que Macky Sall aurait-il nommé un nouveau gouvernement pour mieux l'accompagner à la prochaine présidentielle de 2024, malgré la neutralité et le flou qu'il continue d'entretenir par rapport à celle-ci. Et dans cette édition d'information, on poursuit avec l'information justement à New York. La 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies se tient avec la présence de plusieurs chefs d'État africains, notamment celui de la République démocratique du Congo, également de la Côte d'Ivoire, du Niger, sans oublier le représentant du Mali en la personne du Premier ministre par intérim, nouvellement nommé, qui fait ses premiers pas justement à l'extérieur du pays en tant que Premier ministre par intérim. Des allocutions sont vivement attendues, surtout lorsqu'on sait le climat froid qui règne entre plusieurs pays. Entre déloyauté, escalade, insécurité et débat, on peut dire que c'est dans un climat froid que chacun se prononcera. Reportage. Plusieurs chefs d'État et représentants sont attendus ainsi que leur allocution. Chacun s'exprimera aussi bien sur la situation de son pays que sur les crises partagées qui secouent actuellement le monde, comme le problème climatique, la possibilité, crise alimentaire et bien d'autres. Le président congolais Félix Tshisekedi, accompagné d'une délégation, s'est rendu à New York. Il assistera à multiples réunions bilatérales et multilatérales comme d'autres chefs d'État et représentants. Son discours est attendu quand on sait qu'il doit faire face à une crise sécuritaire dans l'est de son pays due à la présence du mouvement du 23 mars, dont il accuse ses pays voisins d'en être les soutiens, notamment l'Ouganda et le Rwanda. Le président ivoirien également est à New York, Alassane Ouattara, qui a tenu dans son pays à Abidjan, il y a quelques jours, un conseil national de sécurité où il appelle l'Union africaine et la CEDEAO à se saisir de l'escalade qui existe entre son pays. Et le Mali devrait également prononcer un discours. D'après ses proches collaborateurs, son allocution dévoilera la vision ivoirienne portée sur la sécurité internationale, les questions liées aux droits de l'homme ainsi que les problèmes climatiques. Dans la suite de son agenda, un entretien est prévu avec le secrétaire des Nations Unies, Antonio Guterres. Pour le compte du Mali, le Premier ministre par intérim Abdoulaye Maïga sera de la partie. Son allocution rappellera à l'auditoire mondial à quel point le Mali tient à sa souveraineté et au respect de celle-ci par les différents partenaires et dirigeants extérieurs ou internationaux. La question de l'affaire des 46 soldats ivoiriens écroués au Mali ne saurait échapper à ces différents échanges. La 77e session de l'Assemblée générale intervient à un moment où la CEDEAO et l'Union africaine doivent tenir une réunion conjointe dans la même ville. La crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali reste une question sensible qui pourrait bien être instrumentalisée par certains bords. En Amérique, un projet de loi visant à punir les chefs d'État africains ou leurs États, tout simplement, qui entretiennent des rapports dits malveillants avec la Russie a été voté il y a de cela 3 mois. À quoi renvoie à celle-ci? Pourquoi le silence des chefs d'État est responsable à ce propos? Le regard de la rédaction centrale de For You Media dans cet élément. Regardez. Nous devons obliger chaque État à choisir entre faire des affaires avec le monde libre ou avec un criminel de guerre. Déclaration plutôt inquiétante, voire intimidante et tendancieuse le 4 mai dernier de McCall, co-auteur du projet de loi relative à la lutte contre les activités russes jugées malveillantes en Afrique, adoptée en avril dernier. Celle-ci exigerait du secrétaire d'État américain d'élaborer et de soumettre au Congrès une stratégie et un plan de mise en œuvre décrivant les efforts entrepris par les États-Unis pour lutter contre l'influence et les activités malveillantes de la Fédération de Russie et de ses supplétifs en Afrique. Depuis que cette fameuse loi existe, peu de chefs d'État africains se sont prononcés, même sur le sol américain, lors des échanges. Et assises avec l'autre, c'est un silence complice, ou peut-être apeuré. Mais pourquoi l'Afrique n'aurait-elle pas le droit de pactiser avec qui bon lui semble, puisque chaque pays est libre, tant qu'il ne pille ni ne cause aucun tort à un autre?
Et pourtant, on pourrait retenir des anciennes puissances coloniales exactement ces faits. Aujourd'hui, utiliser l'Afrique comme bouc émissaire pour s'attaquer à la Russie, faire regresser ses relations avec d'autres, notamment l'Afrique, ce n'est pas dans l'intérêt du continent de toutes les richesses que cette bataille est menée. Pourtant, l'Occident, l'Amérique, est malheureusement dans cette optique. L'ennemi de mon ami est mon ennemi et l'ami de mon ami est mon ami. Quelle archaïque pensée! Le monde ne fonctionne plus ainsi, l'Afrique ne fonctionne plus ainsi. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères au Mali, l'a d'ailleurs rappelé à l'Allemagne lors d'une réunion impliquant plusieurs pays africains et occidentaux, martelant que le Mali est un pays souverain et est libre de ses choix. Alors s'il est fini le paternalisme, si elle est terminée la dictature occidentale en Afrique, pourquoi voter une loi qui vise à punir des États en peignant en noir leur partenariat avec un pays qui appartient au monde? Cyril Ramaphosa, en visite aux États-Unis le week-end dernier, a évoqué d'un ton frêle sa désapprobation en ce qui concerne cette loi, mais aucune fermeté. Qu'est-ce qui empêche les États africains de lever leur voix en unisson? Le président sud-africain a plutôt rappelé à Joe Biden, président américain, comment leurs partenariats sont vieux comme le monde et prospèrent. À la guerre comme à la guerre, c'est la communication qui est l'arme la plus redoutable utilisée par les Occidentaux qui se mettent toujours en posture paternelle envers l'Afrique. Je cite, « L'invasion russe se poursuit en RCA », fin de citation. Les supplétifs de la Russie en Afrique, pour ne citer que cela, sont de multiples contours utilisés par l'Occident pour décrire les relations Russie-Afrique, Afrique-Russie. Pour revenir à cette loi, elle empêcherait les pays africains en partenariat, jugés malveillants avec la Russie, de se procurer du gaz russe, les moyens recueillis permettant selon l'Amérique de financer la guerre. Il s'agit donc de punir une déloyauté envers l'Amérique et non une noble cause, ou comme le déclarait la ministre des Affaires sud-africaine, sévir contre les nations africaines pour ne pas avoir fait preuve d'une déférence suffisante envers l'Occident. Fin de citation. En maître du monde, les États-Unis entendent demander des comptes aux pays africains qui refusent de traiter la Russie désormais en paria et ne comptent pas s'arrêter là. La question est l'Afrique. Que compte-t-elle faire ? Journal, nous recevons Serge Espoir Matumba, homme politique au Cameroun. Comment expliquer un tel projet? De même, le silence des États africains face à cette loi votée justement aux États-Unis d'Amérique. Vous répondez à ces questions dans cette édition d'information. Écoutez, il faut aujourd'hui pouvoir poser sur la table le bilan de la collaboration entre les pays africains et les États-Unis. Il faudrait plus se voiler les faces. On n'est plus à l'ère où on nous disait que bon, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, nous avons fait cela. Non. L'heure des bilans a sonné. C'est beaucoup plus ça. On pose sur la table, oui, depuis que nous collaborons avec les États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a gagné? Où est-ce qu'on est? Si on collabore avec la Chine, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on a gagné? C'est tous ces bilans qui sont importants. C'est-à-dire que vous devez avoir la liberté de choisir vos partenaires. Si on collabore aujourd'hui avec la Russie, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on gagne? Et où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on en est? Donc, c'est ça. L'heure des bilans nous permet de déterminer la suite. Il ne sert à rien de dire qu'un État va rester comme les États-Unis sont en train de le faire. Vous allez collaborer avec nous et uniquement nous. Ou alors vous allez collaborer avec seulement ceux que nous allons choisir pour vous. Non, nous ne sommes plus les enfants. Nous ne sommes plus à l'ère même du paternalisme. Où on doit dire encore aux États africains avec qui collaborer ou qui pas collaborer. C'est une insulte même à l'Afrique, déjà de concevoir et puis de faire adopter, n'est-ce pas, ce type de loi. Ce qui me désole le plus, c'est le silence des chefs d'État. Le silence parce qu'on dirait qu'ils ont soit peur des États-Unis ou alors ils doivent leur position aux États-Unis. On n'est plus à l'heure du paternalisme béat. C'est-à-dire, en voulant punir la Russie, ou alors punir les pays africains qui ne se sont pas prononcés contre la Russie, on va adopter ce type de test. Les Africains doivent comprendre qu'il est temps, plus que jamais, de se lever et de dire non à ce type d'imposture, parce que c'est une imposture américaine. Et là, l'Amérique confirme par là qu'en réalité,
elle est, n'est-ce pas, l'ennemi de l'Afrique. Dans cette édition d'information avec un tout autre invité, il s'agit de Thié-Alphonse Elou Lawson, analyste politique et leader du mouvement panafricain Pyramide. Nous parlions avec vous du Sénégal et le nouveau gouvernement mis en place par Macky Sall, avec en pôle position un premier ministre après la suspension du poste pendant 3 ans. Macky Sall aurait-il mis sur pied ce nouveau gouvernement appelé équipe de combat, une équipe choc pour préparer le chemin de l'élection prochaine? Bien évidemment, lorsqu'on analyse tous les indicateurs, lorsqu'on les décrypte, on en vient très rapidement à la conclusion que c'est un gouvernement de combat, un gouvernement de défi. Et quand on voit les personnes qui sont nommés à des postes clés, des postes stratégiques au niveau de la défense, des forces armées, des affaires étrangères, de l'intérieur, on se rend compte très rapidement que le dernier cercle autour du président Macky Sall se fortifie, bien évidemment parce qu'ils ont quand même en vue les élections de 2024. Nous voyons également que c'est un gouvernement qui dispose de 9 femmes, qui est intéressant, 9 jeunes qui essaient de se rajeunir. C'est un gouvernement assez rassemblé. On voit que pratiquement toutes les régions sont représentées. Et il faut également noter que l'économie est revenue à Oulimata, cette dame qui est directrice générale de l'Agence des Nations Unies Femmes, qui prend l'économie. Alors tous les indicateurs quand même nous amènent à penser que c'est un gouvernement de combat, un gouvernement qui se prépare aux joutes électorales qui vont se dérouler en 2024. Pour cette réaction dans cette édition d'information, Monsieur Lawson, je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci pour votre invitation et on souhaite toutes les chances du monde à ce gouvernement et à tous les défis qui seraient le sien. Et surtout, on va surveiller au niveau de l'intérieur comment ce gouvernement, le ministre de l'Intérieur, va gérer les manifestations en vue de l'opposition pour que ce pays retrouve quand même son caractère démocratique et qui donne quand même la fierté à toute l'Afrique. Merci infiniment. Et c'est ici que s'achève donc cette réception de 2 invités dans cette édition d'information. On poursuit bien sûr avec la suite de l'information, cette fois-ci dans Le Monde. Dans une interview accordée le 18 septembre 2022, le président américain Joe Biden a multiplié des déclarations choc. Il a réaffirmé que les États-Unis défendaient militairement Taïwan en cas d'attaque sans précédent de la part de la Chine. Officiellement, toutefois, la Maison-Blanche assure que la position américaine vis-à-vis de l'île reste inchangée. La Chine n'a pas tardé à réagir à cette déclaration et Pékin a fait savoir qu'il considérait les propos de Joe Biden comme une grave violation des promesses diplomatiques de Washington. Retour sur ces événements dans cet élément signé Nguéni. So unlike Ukraine, to be clear, sir, U.S. forces, U.S. men and women would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. Yes, we agree with what we signed on to a long time ago, and that there's a one China policy, that Taiwan makes their own judgments about their independence. We are not moving, we're not encouraging their being independent. We're not, that's their decision. La politique des États-Unis à l'égard de Taïwan n'a pas changé. C'est l'essentiel à retenir de la sortie du président américain Joe Biden qui s'exprimait à la chaîne CBS. Interrogé sur une éventuelle invasion chinoise de l'île de Taïwan, Joe Biden est resté fidèle à lui-même en rappelant que les troupes américaines défendraient Taïwan si l'île venait à être envahie. Une nouvelle déclaration qui devrait sans doute provoquer l'ire de Pékin. En l'espace de 2 mois, la Chine et les États-Unis plus que jamais se regardent en chien de faïence. Tout a commencé début août par la visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi. Quelques jours après, les États-Unis avaient également annoncé une nouvelle série de ventes d'armes à Taïwan pour un montant record de 1,1 milliard de dollars au total,
à laquelle la Chine, qui considère l'île comme une partie de son territoire, leur a immédiatement demandé de renoncer, les menaçant de prendre des contre-mesures. La guerre géopolitique décidément se poursuit donc entre Pékin et Washington, Taïwan étant au cœur de tous les enjeux. La Chine, de son côté, estime que Taïwan, peuplé de quelques 23 millions d'habitants, est une de ces provinces qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Lors de son interview, le président des États-Unis, Joe Biden, a par ailleurs souligné qu'il n'était pas en train d'encourager l'île à déclarer son indépendance formelle. C'est leur décision, a-t-il déclaré. Et c'est la fin de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir regardé sur For You Télévision. Les programmes et l'information se poursuivent. Au revoir, Asmara.